Ville au carrefour de l'Amérique et de l'Europe, Montréal est cosmopolite, latine et nordique à la fois. Elle charme les Européens et étonne les Nord-Américains. Ici, les Américains se croient en Europe et les Européens pensent être en Amérique. La croisée des deux mondes, c'est un peu ça, Montréal. Montréal est une mosaïque de villages, un archipel de communautés qui donnent à la ville une culture véritablement différente. Montréal est international. Elle est de toutes les couleurs, parle une dizaine de langues et croit en une multitude de dieux. Parcourir le boulevard Saint-Laurent qui sépare la ville en deux, c'est un peu comme faire le tour du monde. Des plus anciennes constructions jusqu'au tour de verre du centre-ville se sont écoulés 3 siècles et demi de croissance. Montréal a son histoire, ses vestiges, ses secrets et des tas de souvenirs à raconter. Après avoir pris possession du Québec au nom du roi de France en 1534, Jacques Cartier remonte le fleuve Saint-Laurent au-delà de la Gaspésie et arrive le 2 octobre 1535 sur l'île de Montréal. L'île s'appelait alors Hochelaga et était peuplée d'un millier d'Indiens iroquois occupant les flancs d'une montagne que Jacques Cartier nommera Mont-Royal. Le Mont-Royal, poumon de la ville, véritable oasis de verdure en plein centre-ville, est aussi le cœur de Montréal. La première chose à faire en arrivant en ville est de grimper vers l'oratoire. Chaque dimanche, les tam-tams du Mont-Royal réunissent des centaines de personnes. C'est une foule hétéroclite constituée de gens de tous âges et de toutes nationalités qui se rassemblent pour jouer de la musique, pour danser ou tout simplement pour écouter. Montréal, c'est avant tout l'envie de vivre ensemble. Sous ces airs de cité nord-américaine, Montréal est une ville de quartier, une ville de bouts de rue de toutes les couleurs, comme on dit là-bas. Dans les rues de Chinatown, de Westmount ou de la Petite Italie, les discussions vont bon train en français, en anglais, en chinois ou en italien. Les expatriés du monde entier ne se comptent plus et tous se côtoient sur les deux rives du Saint-Laurent.
Cette ville de toutes les couleurs est aussi surnommée la ville aux 100 clochers. En fait, c'est bien plus de 100 clochers que compte Montréal. Il y a des clochers à perte de vue jusqu'à la ligne d'horizon et même au-delà. Les églises de Montréal ont vu le temps passer, les quartiers se transformer, la ville prendre de l'assurance et de l'expansion. Elles sont la mémoire des gens qu'elles ont vus grandir et vivent auprès d'elles. Chaque église a sa personnalité et sa légende. Elles sont parfois inspirées d'architecture lointaine, tandis que certaines ont des accents gothiques et d'autres des rondeurs romanes. On reconnaît chez beaucoup une filiation anglaise, italienne ou espagnole. À force de côtoyer ses habitants, elles ont fini par faire partie de leur vie. Un décor de toutes les religions qui chantent des centaines d'histoires différentes. Évaluée à quelques 35 000 personnes, la communauté vietnamienne existe depuis les années 70 avec l'arrivée massive de Boat People bondés de réfugiés politiques fuyant la guerre du Vietnam. Pour la seule année 1975, le Canada avait accueilli près de 8000 réfugiés vietnamiens. Il y a aujourd'hui à Montréal plus de 32 lieux de culte vietnamiens, dont 7 pagodes. C'est un drôle de quartier, le Mile End. Pas vraiment la fin d'un monde, plutôt le début d'un nouveau. Partie anglophone du plateau Mont-Royal, ancienne terre de chasse, ce faubourg va rapidement se développer à la fin du 19e siècle avec l'arrivée du chemin de fer du Canadian Pacific. Mile End fut longtemps la terre d'accueil des émigrés fraîchement débarqués. Cette cohabitation est emblématique des changements que va connaître le quartier où se côtoient toutes les communautés. Celles venues d'Europe de l'Est, du pourtour méditerranéen et aujourd'hui du monde entier. Connu pour sa tradition d'accueil, son héritage ouvrier et son atmosphère populaire, le Mile End représente la diversité culturelle montréalaise. Depuis les années 1980, le Mile End attire les artistes, les musiciens, les écrivains et les cinéastes. Le Mile End a de faux airs du village new-yorkais et de ses célèbres années 60, poussant la ressemblance jusqu'à avoir lui aussi une Little Italy comme voisine. Bienvenue dans la Petite Italie de Montréal. Accueillante et affable, la Petite Italie est située le long du boulevard Saint-Laurent et entoure l'église Notre-Dame de la Défense, construite par les premiers migrants italiens. Un parfum de péninsule italienne flotte sur le quartier, dans les arrière-cours, sur les trottoirs où débordent les plants de vignes et de tomates. Un quartier où le café paraît plus corsé, les pâtes plus authentiques et les cuisiniers plus aimables. Les premières vagues d'immigration italienne commencent dès le début du XIXe siècle. Les migrants sont alors pour la plupart originaires du nord de l'Italie. L'union entre Italiens et Québécois se fait très facilement. La religion catholique rassemble les deux cultures et plusieurs mariages entre Italiens et Québécois sont célébrés. Mais l'immigration italienne la plus importante a lieu après la Seconde Guerre mondiale. Au cœur de la Petite Italie, le marché Jean Talon est l'un des plus vieux marchés publics de Montréal. Inauguré en mai 1933, il porte d'abord le nom de Marché du Nord avant de devenir le marché Jean Talon en l'honneur du premier intendant de la Nouvelle-France.
Griffintown est l'ancien quartier des Irlandais et des Écossais fraîchement débarqués sur l'île de Montréal en 1847. Fuyant la famine de leur pays d'origine, plusieurs sont attirés par les possibilités d'une vie meilleure au Canada. Une bonne endurance physique et une tolérance à des journées de travail de 15 heures étaient, à l'époque, les principales exigences pour y survivre. Irlandais et Écossais ont fortement contribué à la construction du canal de la Chine, mais en 1963, le quartier est rasé et la communauté anglophone disparaît aux quatre coins de la ville. Griffintown est investi aujourd'hui par les artistes qui lui apportent un deuxième souffle. Outremont, le plus petit quartier de la ville, est fondé en 1695, à l'époque où Montréal n'était qu'une petite bourgade. Arrondissement traditionnel francophone, Outremont a une vie de quartier à l'européenne. Au pied du Mont-Royal et près du centre, c'est un village aux allures de campagne et aux maisons centenaires. Avant 1763, le pays était réservé aux catholiques. Quand les Anglais s'installent à Montréal en 1760, plusieurs officiers comme Aaron Hart sont juifs et fondent la première communauté juive dont la plupart sont marchands de fourrure et militaires. Aaron Hart est considéré comme le fondateur de la communauté hébraïque du Québec. Fin du XIXe siècle, certains juifs d'Europe de l'Est fuient l'oppression et les pogroms de la Russie tsariste et émigrent vers le Canada. À leur tour, les juifs orthodoxes fuient le nazisme et s'installent dans le quartier Outremont autour des années 40. 10 ans plus tard, plusieurs milliers de juifs émigrent du Maghreb pour s'établir au Québec, où la langue française leur permet de s'adapter rapidement. Le début de l'immigration chinoise au Québec date de la fin du XIXe siècle. Venant en grande partie de la Chine du Sud et de la Colombie-Britannique où ils contribuaient à la construction du chemin de fer, ces nouveaux arrivants chinois préfèrent le secteur de la vieille ville de Montréal, autrefois résidentielle. C'est en 1902 que l'appellation quartier chinois désigne officiellement ce quadrilatère du quartier Saint-Laurent dont les 4 portes ont été offertes par la Chine à la ville de Montréal. Les premiers Chinois vont y ouvrir leur petit commerce et le quartier devient un autre symbole de la diversité à Montréal. Face au vieux port de Montréal, l'île Sainte-Hélène protège le totem Kwakiutl, un emblème amérindien rappelant à tous que cette terre est indienne avant tout, puisque leur présence sur l'île de Montréal remonte à 8000 ans avant notre ère. Le totem symbolise des animaux à la fois familiers et mythiques de la lignée d'un même clan. Durant l'exposition universelle de 1967, il représentait le pavillon des Indiens du Canada et témoignait de l'apport des nations amérindiennes à la société canadienne. L'île Sainte-Hélène est française jusqu'en 1818, puis devient britannique. Le gouvernement canadien la reprend en 1870 et en fait un parc public.
À l'époque, l'île n'est accessible que par bateau. Il faudra attendre 1930 et la construction du pont Jacques-Cartier pour que le parc soit accessible à tous. Elle abrite aussi la biosphère consacrée à l'environnement et la tour de Lévis, un ancien château d'eau qui alimentait tout le réseau de l'île. Lorsque vous regardez une carte routière de l'Amérique du Nord, vous découvrez vite que Montréal est à 1h30 en voiture de l'État du Vermont et à 5 heures de New York. Les Québécois ont su prendre le meilleur de l'Amérique sans en singer les travers. Le Québec est profondément américain par sa géographie et ses liens économiques. Mais il est aussi très clairement européen dans son évolution, son rapport au social et sa culture. Le 3 juillet 1608, le Normand Samuel de Champlain, originaire de Honfleur, remonte le fleuve Saint-Laurent sur les pas de Jacques Cartier en compagnie de bûcherons, charpentiers et cultivateurs. Il s'est fixé le but de faire de l'île du Mont-Royal une future colonie française en Amérique du Nord. 35 ans plus tard, une cinquantaine de Français s'embarquent pour la Nouvelle-France afin de convertir les Amérindiens et créer là une communauté catholique. Le sieur de Maisonneuve fonde le village de Ville-Marie, ancien nom de Montréal. Mais les guerres répétées avec les Iroquois rendent la vie difficile aux premiers habitants. Jeanne Mance, cofondatrice de Montréal, est la première femme européenne à fouler le sol de Ville-Marie. Elle crée l'Hôtel-Dieu, le premier hôpital en Amérique du Nord. C'est le 8 octobre 1645 que Jeanne Mance pénètre pour la première fois dans son hôpital. Elle en sera la seule administratrice pendant 31 ans. En novembre 1653, Marguerite Bourgeois arrive à son tour à Ville-Marie. Elle est la fondatrice de l'enseignement du français à Montréal, ainsi que l'éducatrice des jeunes Françaises fraîchement débarquées en Nouvelle-France. Elle les accueille chez elle et les prépare à la vie qui les attend dans ce dur pays. C'est elle qui fait mettre en chantier la chapelle Notre-Dame de Bon Secours. En 1685, quelques 600 Français habitent Montréal. La ville a des allures de petite bourgade provinciale française avec, à l'ombre de ses murailles, des couvents, des chapelles et des anciens séminaires. Montréal, c'est un peu notre Amérique à nous. Une de ces rares villes où l'on se sent aussitôt chez soi tout en étant complètement ailleurs. Le vieux Montréal conserve la trace d'un passé français et son architecture donne à la ville un caractère particulier parmi les grandes villes nord-américaines.
Au XVIIe siècle, les Français de Montréal se concentrent dans la vieille ville, l'origine de Montréal. Plus précisément vers la place d'Armes qui rend hommage aux sieurs de Maisonneuve, aux Indiens, premiers habitants des lieux, aux Français bâtisseurs de la Nouvelle-France et à Jeanne Mance. En 1712, Louis XIV apporte son consentement à l'édification d'une fortification pour protéger la ville des Anglais. Le projet est pris en charge en 1716 par un Toulonnais, ingénieur en chef du roi en Nouvelle-France, Gaspard Joseph Chosgros de Léry. La basilique Notre-Dame de Montréal est l'un des bâtiments les plus précieux du patrimoine religieux québécois. La façade est inspirée de la façade de l'église Saint-Sulpice à Paris. Les prêtres sulpiciens, alors seigneurs de l'île de Montréal, voient dès 1657 le besoin de construire une première église qui sera agrandie à plusieurs reprises. Vers 1800, au sud de cette première église devenue trop petite, la ville décide de construire l'édifice que nous connaissons aujourd'hui et engage James O'Donnell, d'origine irlandaise, pour en réaliser les plans. Tandis qu'il est en voyage en France, le curé Rousselot, chargé de décorer l'intérieur de Notre-Dame de Montréal, est fortement impressionné par le style intérieur de la Sainte-Chapelle de Paris. Il propose donc à ses architectes de s'en inspirer. Ce sont surtout les couleurs choisies, les motifs des feuilles d'or dans la voûte et les colonnes qui nous rappellent la Sainte-Chapelle. Cette décoration polychromique est entièrement composée de sculptures en bois. Cette église est équipée d'un grand orgue symphonique, le plus grand orgue dans une église en Amérique du Nord. En 1886, l'Union française voit le jour dans le quartier du Champ de Mars. Sa mission est d'organiser le traditionnel bal du 14 juillet. En 1908, elle devient un refuge pour les Français nécessiteux. Aujourd'hui, elle accompagne les immigrants français dans leur adaptation à la vie québécoise. Le quartier du Plateau était autrefois un quartier ouvrier. Au XVIIIe siècle, Montréal s'agrandit pour établir ses limites officielles à environ 2 km en dehors des fortifications. À cette époque, une ferme appartenant à la famille britannique Logan se trouve à l'emplacement du Plateau. Début 19e siècle, le flanc de la montagne et la ferme des Logan sont achetés par la ville qui y construit le parc La Fontaine. C'est ici que l'on a la meilleure idée de ce qu'est réellement Montréal. C'est une population principalement francophone et totalement éclectique qui a investi le plateau. Artistes, étudiants, jeunes professionnels et nouvelles familles se mêlent aux diverses communautés culturelles, créant une mosaïque humaine extraordinairement vivante et colorée. L'architecture du plateau est un mélange de styles. Elle conserve la trace d'un passé d'abord français, dont l'architecture amenée par les premiers colons s'est solidement implantée. À compter du 19e siècle, l'influence britannique est omniprésente, influence qui devient plus américaine au 20e siècle. Dans le quartier financier de Montréal, la fierté de la station de métro Square Victoria n'est pas sous terre comme dans d'autres stations qui peuvent ressembler à de réelles galeries d'art. Les entrées extérieures de toutes les stations de la ville sont généralement fermées pour les protéger de la neige, sauf la station Square Victoria qui devrait vous rappeler quelque chose. La particularité de la station est son édicule Art Nouveau récupéré du métro de Paris et conçu par Hector Guimard. Il fut offert en 1967 par la RATP pour commémorer la collaboration entre Français et Québécois lors de la construction du métro de Montréal.
XVIIe siècle, le Vieux-Port était le centre social, économique et culturel de Montréal. Les commerçants de fourrure français en avaient fait leur comptoir principal. Le Vieux-Port est chargé d'histoire, puisque ne pouvant naviguer plus à l'ouest à cause des rapides, c'est là que sont arrivés les premiers colons. Aujourd'hui, la vie du Vieux-Port semble calme et sereine, comme si on se mettait au diapason d'autrefois. La ville de Montréal restera française jusqu'au 8 septembre 1760, jour où le duc de Lévis s'incline devant l'armée anglaise. En 1763, la Nouvelle-France devient officiellement britannique. Montréal a su réunir les communautés françaises et britanniques que l'histoire a si souvent opposées. Les deux ennemis d'autrefois ont appris à s'estimer et à s'apprécier. Environ 80% des anglophones du Québec habitent Montréal et sont de plus en plus bilingues. La communauté anglophone y possède des quartiers et des institutions culturelles qui lui sont propres. Fondé en 1852 par la communauté protestante de Montréal, le cimetière britannique de Mont-Royal, originellement protestant et majoritairement anglophone, accueille toutes les ethnies et religions. Il inclut une section de vétérans où reposent de nombreux soldats de l'Empire britannique. Enclavé en plein cœur de la ville, véritable ville-jardin à l'anglaise, Westmount est un peu comme un bout de Londres à Montréal. Le quartier a connu plusieurs noms, dont la Petite Montagne, Notre-Dame-de-Grâce et Côte-Saint-Antoine. C'est en 1905 que le village de Côte-Saint-Antoine devient la ville de Westmount. Westmount commença à prendre de l'ampleur et devint la ville cossue qu'elle est aujourd'hui. La ville connut la plus grande partie de son développement entre 1908 et 1930. Avec des édifices publics de style médiéval, la petite ville de Westmount garde fièrement l'origine britannique de ses fondateurs. Les Britanniques ont aussi leur sport de boule traditionnel depuis le XIIe siècle. Le boulingrin vient de l'anglais bowling et green, qui fait référence au terrain gazonné sur lequel le jeu est pratiqué avec des boules en bois légèrement aplaties. En 1888, des officiers britanniques aménagent un terrain dans leur garnison. Le sport arrive à Montréal en 1903 dans les bagages d'un immigrant écossais. Le club de Westmount est le premier du Québec. Contrairement à ce que le nom évoque, la Petite Bourgogne fait partie des quartiers anglophones. Autrefois, la Petite Bourgogne était le quartier des ouvriers noirs anglophones de la ville et le foyer du jazz montréalais. Oscar Peterson y voit le jour le 15 août 1925. Le jazz et Montréal ont toujours été intimement liés. Le quartier était au cœur de la grande époque du jazz entre 1940 et 1950. La Petite Bourgogne est voisine de quartier de Milton Park, le plus vieux quartier du Montréal anglophone, habité dès 1783. Une mobilisation citoyenne a évité dans les années 1970 un vaste projet de construction moderne de ce quartier et sauva les maisons de style victorien datant du 19e et du 20e siècle.
À l'est de Milton Park, l'Université internationale McGill est l'une des universités les plus anciennes au Canada et fait partie des meilleures universités au monde. L'université est fondée en 1821 par l'homme d'affaires écossais James McGill, un riche marchand de fourrure impatient de développer Montréal. Il crée d'abord le McGill College, qui dispense ses premiers cours en 1829. 4 ans plus tard, le nouvel établissement décerne un doctorat de médecine et de chirurgie à son premier diplômé, William Leslie Lougee. Les années 1970 marquent un tournant important. L'université, sur demande des francophones, accepte que les cours soient désormais rédigés par les étudiants en anglais et en français. Les professeurs, quant à eux, peuvent enseigner dans la langue de leur choix. Francophones et anglophones forment maintenant la population étudiante la plus diversifiée de toutes les universités canadiennes. De plus, l'université compte des étudiants originaires de quelques 150 pays. Riche du mélange des vagues d'immigration qui en ont fait l'une des villes multiculturelles les plus sollicitées, Montréal n'en finit plus d'étonner. Montréal est recherché pour sa qualité de vie, son ouverture d'esprit et son bilinguisme. Un pied de nez à l'histoire et à Voltaire qui, lorsque le Québec, assailli par l'Angleterre, implorait vainement le secours de la mère patrie, la France ne voyait pas la nécessité d'y faire la guerre plus longtemps pour quelques arpents de neige. Les Montréalais ont fait leur chemin dans la vie économique de la plus grande ville du Québec et défendent fièrement la personnalité de leur ville. À côté de notre vieille Europe, quelquefois morose et désenchantée, le Québec est à la fois tonique et paisible. Montréal est parvenu à rester passionnément enraciné dans son histoire tout en étant cosmopolite et complètement de son temps. Issu de la culture française, vivant dans une société anglo-saxonne et travaillant dans l'univers fonctionnel américain, la force des Montréalais est de vivre entourés de 3 traditions différentes. Montréal ne prétend pas faire partie d'un pays de cocagne, mais c'est une société positive et bienveillante dont les habitants ressemblent à des Français, mais toujours de bonne humeur.